Donc bienvenue dans l'espace Agora. Cet espace, il est voué pendant 2 jours à faire des conférences qui ont lieu tous les quarts d'heure ou toutes les 30 minutes. Vous êtes invités à revenir après celle-ci, à revenir encore demain, à revenir les autres jours. J'espère que vous allez bien tous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez visité l'usine? Bon, il y en a qui l'ont fait. Ça vous a plu? Bon. Donc on va aujourd'hui, j'attends juste que vous vous installiez au fond. C'est bon? Allez, on fait silence. Donc on va aborder un sujet qui peut vous paraître un petit peu technique, mais qui en fait vous concerne tous, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'économie circulaire. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les déchets qui sont produits par l'industrie soient utilisés par d'autres industriels et qu'on évite de les rejeter dans la nature. Dans la nature non, mais dans d'autres endroits. Et aujourd'hui, il y a des industriels qui soit travaillent entre eux pour faire ce qu'on appelle l'économie circulaire, soit sont directement impactés par ça. Pour nous parler de cette thématique, nous accueillons 3 personnes, parce que la 3e va arriver tout à l'heure. Nous accueillons Monsieur Darmaillan, qui ne devrait pas tarder d'arriver, je le présenterai tout à l'heure. Monsieur Bruno Dorier, qui est directeur général d'une entreprise qui s'appelle Valoref, dont il va parler tout à l'heure. Et Sylvain Pichon, qui travaille sur le port de Marseille et qui est responsable de projets sur la transition énergétique. Pour commencer, je vais demander à Sylvain de se présenter, si vous voulez vous présenter, et nous parler effectivement du port. Est-ce que vous connaissez le port de Marseille? D'accord. Vous savez que c'est une toute petite partie qu'on voit ici et que l'autre partie est beaucoup plus loin? Bon, vous allez voir ça, il va vous en parler. Sylvain, je vous laisse vous présenter votre métier et ce que vous faites. Bonjour à tous. Je m'appelle Sylvain Pichon, je travaille au port de Marseille. Je suis en charge de développer des projets en lien avec la transition énergétique et l'écologie industrielle. Donc, comme vous venez de le dire, le port de Marseille, c'est 2 entités. Donc, il y a une entité à Marseille que vous voyez ici, ce qu'on appelle les bassins Est. Donc, vous êtes au cœur des bassins Est. Donc, c'est l'ensemble des activités que vous pouvez voir avec notamment les bateaux de croisière, la réparation navale. Il y a également un terminal à conteneurs. Vous pouvez voir également les navires corses, donc tous les trafics avec la Corse, et les trafics également avec le Maghreb. Et donc tout ceci représente une petite partie de l'activité du port de Marseille. En nombre d'escales, c'est à peu près 4000 escales par an. En surface occupée, c'est à peu près 400 hectares. L'autre partie, le port industriel, se situe à Fos, donc à peu près une 60aine de kilomètres d'ici. Donc c'est la carte que vous voyez représentée là. Et à Fos, peut-être vous y êtes déjà allé, vous avez déjà traversé cette zone. À Fos, on a 10 000 hectares. 10 000 hectares de surface pour implanter des terminaux, des industries. 10 000 hectares, pour vous donner une idée, c'est la surface de Paris. C'est la surface de Paris intramuros. Donc sur la carte que vous voyez, vous pouvez rentrer la ville de Paris. Et donc le port de Marseille gère cet espace foncier pour accueillir des industries, des terminaux à conteneurs, des terminaux pétroliers, des activités gazières, de l'importation, de l'exportation de véhicules, de conteneurs qui viennent d'un peu partout, d'un petit peu partout au niveau du monde. Donc on a l'habitude de dire qu'à Marseille, c'est la Méditerranée qui escale, et à Fos, c'est le monde qui escale. On a des trafics internationaux très diversifiés. Et on a également de grands noms de l'industrie comme ArcelorMittal, qui est un des principaux clients du port. D'accord. Il est là? C'est celui-là le slide? Non, l'autre. On revient en arrière? Ouais. Ok. Donc juste pour compléter mon propos, la grande photo que vous voyez, c'est un espace industriel ou portuaire donc sur Fos. Donc vous imaginez un espace avec beaucoup d'industries qui sont implantées, des terminaux à conteneurs, des terminaux de vrac solide. Et toute cette activité génère la fabrication de plusieurs produits, génère de l'import, de l'export de marchandises, génère aussi de la production de CO2. Donc on va en parler, c'est un enjeu assez important en termes d'économie circulaire. Et donc le port du Marseille a un rôle de fédérateur sur tout ce qui est mis en place de projets liés à la transition énergétique et à l'économie circulaire. C'est ça, c'est vraiment votre rôle, et le rôle du port, c'est de mettre en commun
des différents industriels qui chacun produisent en disant il y a peut-être des choses à faire entre vous pour retraiter les déchets de l'un et s'en servir pour un autre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est la base de l'économie circulaire. C'est les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Et donc depuis 5 ans, on développe énormément cette activité-là. On a créé une association d'industriels. Donc il y a à peu près une vingtaine d'industriels de la zone qui se sont regroupés ensemble pour pouvoir faire émerger des solutions d'économie circulaire. Et on a également une vingtaine d'autres membres de cette association, donc des membres du territoire qui s'intéressent à ces questions-là. Et le port est un petit peu au centre de cette activité en tant que fédérateur. Donc, toutes les entreprises sont impactées par ce travail, de cette réflexion dans l'économie circulaire. Je peux passer au slide suivant, maintenant j'ai droit. Donc ça touche effectivement tout le monde. C'est une problématique, on va en parler tout à l'heure, mais qui touche tous les industriels aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais de mes déchets? Comment je les retraite? Donc ça touche effectivement tous les industriels et il y a un avantage à s'intéresser à cette question. Déjà pour réduire l'empreinte environnementale des activités des industriels. Ensuite pour créer des synergies d'un industriel à un autre. Voilà, c'est un moyen de réduire la pression écologique de l'activité, mais c'est aussi un moyen de faire des économies. C'est-à-dire que des matières premières qu'on allait chercher relativement loin, finalement on s'aperçoit qu'elles peuvent être à côté et elles peuvent rendre service à industriels voisins dans une logique de valorisation de ces déchets qui deviennent des matières premières des autres. Un exemple très concret de choses qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Alors un exemple très concret, par exemple, il y a de l'acide chlorhydrique qui est échangé sur la zone entre différents industriels. Il y a des ferrailles qui aujourd'hui... Ça veut dire qu'il y en a qui produisent de l'acide ou qui ont des rejets d'acide et ils sont réutilisés par d'autres? Exactement, c'est-à-dire qu'on avait un industriel qui allait s'approvisionner à 300 km de fosse pour récupérer cet acide chlorhydrique, alors qu'un industriel voisin en produisait à 2 km à peu près. Donc typiquement, cette mise en relation a permis de faire des économies et également d'améliorer la sécurité au niveau du transport de ces matières, sachant que ces matières n'avaient plus besoin d'être transportées sur 300 km. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des exemples de valorisation de déchets aussi qui rentrent dans la construction de matériaux, donc pour la construction des routes. Il y a d'autres exemples aussi. Il y a de la production de vapeur. On a des incinérateurs présents, incinérateurs de déchets ménagers et incinérateurs de déchets industriels qui sont présents sur fosse, qui produisent de la vapeur, qui aujourd'hui n'est pas forcément bien valorisée. Demain, l'idée, c'est de créer un réseau de vapeur qui permette d'échanger cette chaleur entre les industriels qui en ont besoin. Il y a des chimistes qui ont besoin de chaleur pour, en gros, faire bouillir leur marmite et activer leur réacteur chimique. Voilà, ça, c'est des exemples. Un autre qu'on voit, par exemple, sur les photos, il y a un industriel de la chimie du chlore sur fosse qui produit de l'hydrogène de manière fatale. Donc on dit que c'est une production fatale parce qu'elle est issue de son process. Le but du jeu, c'est pas de produire de l'hydrogène, mais pour produire du PVC, il produit de l'hydrogène. Et aujourd'hui, cet hydrogène, on va pouvoir le récupérer pour potentiellement assurer de l'alimentation électrique des navires à quai. Donc voilà, ici vous êtes sur un navire corse. Ce navire peut potentiellement être branché quand il est à quai sur une pile à combustible qui est alimentée avec de l'hydrogène. C'est ce qu'on voit aujourd'hui là sur cette photo. Donc là on est typiquement dans un projet d'économie circulaire qui relie les deux bassins, donc le bassin de Fos et le bassin de Marseille, pour valoriser cet hydrogène qui est produit à l'ouest. Donc c'est vraiment ce qu'on découvre en discutant, c'est l'interconnexion forte, et on en parlera avec M. Darmaillan tout à l'heure, l'interconnexion forte entre des industriels qui sont des entreprises indépendantes, mais finalement jouent la carte du collectif pour pouvoir traiter les déchets. Un exemple plus précis pour montrer, alors ça ne se passe pas sur le port, ça se passe ailleurs. Monsieur Dorier, un cas concret d'économie circulaire, et on va voir que ça ne date pas d'hier, hein, l'entreprise date de 1987, donc on parle depuis très longtemps d'économie circulaire. Je vous laisse d'abord vous présenter et puis ensuite me parler de votre entreprise. Oui, bonjour, je m'appelle Bruno Dorier, je suis le directeur de cette entreprise, Valoref, qui fait partie d'un très grand groupe qui s'appelle Saint-Gobain, que vous connaissez peut-être, qui fabrique du verre. Du verre. Les pare-brises des voitures de vos parents sont certainement des pare-brises qui ont été fabriquées par Saint-Gobain. Et cette entreprise, pour fabriquer le verre, elle a besoin de fours, de très grands fours qui sont grands comme des terrains de tennis. Et tout autour de ce four, il y a une cuve qui est en réfractaire. C'est des pierres, c'est du minéral extrêmement solide,
qui s'use pendant la vie du four. Et quand le four est arrêté, on le démolit et on récupère ces réfractaires. Et l'objet, le travail de mon entreprise, c'est de les recycler. Il y a 30 ans, Valoref n'existait pas, tout ça partait dans une décharge. C'est plusieurs dizaines de milliers de tonnes de ces cailloux, de ces pierres qui partaient dans des décharges. Maintenant, on les récupère, on les ramène à Bolène, c'est dans le Vaucluse, c'est pas très loin d'ici, et ça vient de toute l'Europe, des fois ça vient même en dehors de l'Europe, ça passe par le port de Marseille en container, et quand ça arrive chez nous, on fait du tri, c'est des humains, c'est des hommes qui font ça, qui regardent ces différents réfractaires, ils les trient manuellement, et puis on les transforme en produits, c'est des petits grains qu'on fabrique, et ces petits grains, on les revend aux gens qui fabriquent les réfractaires. Ils refont avec ces petits grains de réfractaires usagés des nouveaux réfractaires. D'accord, donc en fait c'est vraiment circulaire, c'est que ça repart. Les seuls qui peuvent utiliser ces déchets, ce sont ceux qui vous les ont donnés au départ. La plupart, mais on cherche aussi, et on cherche de plus en plus, à les vendre dans d'autres industries, parce qu'il y a des intérêts techniques et économiques d'utiliser ces produits recyclés, pas seulement dans les réfractaires. D'accord. Un exemple que vous connaissez tous, si vous avez une salle de bain, vous avez les carreaux dans les salles de bain. Si vous avez remarqué, le carrelage, c'est extrêmement dur à la surface. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne cassez pas un carreau. Pourquoi ? Parce qu'à la surface, il y a un petit produit qui est mis, c'est à base de zircon, et ce zircon, il est dans les réfractaires. Et quand on les recycle, eh ben on les remet sur le carrelage, et ça rend le carrelage extrêmement dur, quoi. Un exemple de travail entre industries. Alors la question qu'on s'est posée, c'est par rapport aux réfractaires que vous recevez, voilà effectivement la transformation des granulats. Et je vous laisse expliquer ces chiffres. Oui, quand on reçoit ces réfractaires, ce qu'on essaye de faire, c'est de les recycler. C'est ça qui est le mieux, parce que c'est mieux pour la nature. Et aussi économiquement, ça veut dire que mon entreprise va gagner de l'argent en faisant ça, et les entreprises sont aussi là pour gagner de l'argent. Quand on n'arrive pas à les recycler, on va quand même ne pas les mettre à la décharge, mais on va les mettre sous les routes pour faire ce qu'on appelle le granulat, les sous-couches routières, donc ce qu'il y a sous les routes et sous les autoroutes. Et puis quand vraiment on n'y arrive pas, on les met en décharge. C'est encore 10% de ce qu'on fait qu'on met en décharge. Et nous, ce qu'on fait chez Valoref et chez Saint-Gobain, c'est qu'on essaye de diminuer ces 10%. Et alors, là, je vous vois tous jeunes par rapport à nous trois. Nous, on a besoin de gens qui ont des idées, qui ont envie de travailler pour ça, pour la nature, pour l'industrie. On est dans l'industrie, mais là, si on arrive dans les 10 prochaines années à passer de 10 à 5, ça sera une victoire. Et s'il y en a un ou deux de vous qui dans les années futures vient nous voir et disent on a envie de travailler là-dedans, vous serez les très très bienvenus, quoi. Merci beaucoup. Je voudrais, maintenant que vous êtes arrivé, Monsieur Davaillant, vous présenter, je l'ai fait rapidement, vous êtes président, vous avez expliqué ce que c'est tout à l'heure, de l'UIMM, et aussi président d'une société qui s'appelle ArcelorMittal France, qui est basée à Fos-sur-Mer. Je vous laisse prendre la parole, vous présenter quelles sont vos fonctions, expliquer l'UIMM, et puis ensuite, parlez-nous de cette fameuse économie circulaire, sujet qu'on aborde depuis tout à l'heure. D'abord, mes excuses pour être en retard. J'étais en face, donc ça prouve que je ne suis pas très doué et que je suis allé au mauvais endroit. Oui, il y a marqué « Attention au gaz d'échappement » ici. Ce qui veut dire qu'ici, c'est normalement un garage de voitures. Et quand les voitures rentrent dans ce bateau, elles émettent tous du CO2. Le bateau, il fonctionne au gasoil. Ça veut dire qu'il fonctionne effectivement, quand il va en Corse, il émet du CO2. Quand on se chauffe, alors pas tellement à Marseille parce qu'il fait bon, mais quand on se chauffe dans le nord de la France, on émet aussi, par définition, on consomme de l'énergie et on émet du CO2. Et voilà, vous entendez à la presse qu'on veut aller vers ce qu'on appelle une neutralité carbone, c'est-à-dire qu'en 2050, dans 30 ans, on veut que le monde, que vous, que nous, n'émettions plus de CO2 et qu'on aille vers une société de neutralité de carbone, c'est-à-dire qu'on soit, si quelqu'un émet du CO2, mais qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui puisse consommer du CO2.
comme ce que vous appelez sur la photosynthèse, hein, la nature, par définition, émet du CO2 la nuit et puis consomme le CO2 le jour. Et donc, on veut arriver à cette situation et il faut imaginer que ça veut dire que c'est un changement fondamental de la façon dont vous vivez par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Tout change. La mobilité, j'ai parlé des voitures, ou parlé du bateau, le logement, la nourriture aussi, puisque vous voyez que de plus en plus de gens mettent en question la nourriture de viande comme étant plus productrice de CO2, etc. Donc on est dans cette situation où il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont arrivés en disant qu'on consommait trop les matières premières, qu'on n'était pas assez économe au niveau de l'économie circulaire, qu'on ne recyclait pas les matériels assez, et qui ont dit, attention, nous devons arriver à avoir cette neutralité carbone en 2050. Alors nous, industriels, on est dans une situation particulière parce qu'on est à la fois, j'allais dire, accusés, puisque nous produisons du carbone, et puis on est aussi source de solutions, puisque pour faire un véhicule électrique qui ne va pas faire de gaz d'échappement, eh ben c'est l'industrie qui le fait. Pour faire de la nourriture qui soit décarbonée, c'est nous qui le faisons, etc. Donc on est dans une situation où du lanceur d'alerte, d'un mode projet lanceur d'alerte, nous voulons nous mettre en mode projet pour faire cette neutralité carbone. Et donc nous travaillons là-dessus. Alors l'UMM, c'est une union d'employeurs qui travaille essentiellement en matière sociale. Et si je suis très motivé sur ce projet d'arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est parce que dans toutes les enquêtes d'opinion que je fais, je m'aperçois que les jeunes ont une volonté extrêmement forte d'aller dans ce sens-là, et que même, ça va plus loin, que des jeunes, quand ils rentrent dans une entreprise, ils demandent qu'est-ce que l'entreprise fait pour effectivement arriver à la neutralité carbone. Donc c'est un phénomène de société. Je pense que c'est un phénomène, c'est un projet qui peut être très enthousiasmant, ce qui va dire qu'il va falloir se battre des fois entre nous, parce que j'ai parlé de la viande, il y a loin d'être une unanimité sur le fait qu'il faut avoir une alimentation changée. Dès lors qu'on fait une innovation, par exemple sur l'auto électrique, il y a tout de suite des personnes qui disent « mais attendez, c'est pas si neutre que ça », parce que qui dit électricité dit aussi que quand on fait de l'électricité, on fait du carbone, donc on ne veut pas le carbone au même endroit, donc c'est un sujet compliqué. Et donc nous mettons en mode projet, comment faire, comment est-ce que garantir qu'en 2050, on sera neutre carbone. Donc ArcelorMittal, ma société, a pris cet engagement. En 2050, nous serons, et nous sommes en train de changer nos procédés pour qu'on émette moins de CO2. Donc on a l'intention de passer de 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier à 1,3 tonne par tonne d'acier avec des process qu'on identifie. Et pour le reste, eh bien, il va falloir ce CO2 en faire quelque chose, soit le stocker, soit le transformer en combustible qui permettra de substituer le combustible fossile qu'on n'aura plus à aller chercher. Et donc c'est assez cohérent avec ce qui a été raconté sur le verre, ou à ce que les services, les ports veulent faire. Chacun dans nos activités, nous sommes en train de prendre ces engagements d'écouter le marché, d'écouter ce que vous voulez, d'écouter les usages pour aller vers un autre type d'économie que ce que nous avons vécu jusqu'à présent depuis 2 siècles. Donc, vous fédérez les énergies, lui-même, un peu comme le fait le port à une autre échelle. Vous essayez effectivement de mettre en branle tout le monde. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, en 2019-2020, d'arriver à mettre d'accord des industriels qui, il y a 30 ans, n'avaient pas forcément ce raisonnement ? Le problème, il n'est pas seulement de mettre d'accord les industriels, car encore une fois, ce n'est pas un sujet qui concerne que les industriels. C'est un sujet de société sur quels sont les usages. Donc le problème que nous avons, ce n'est pas de mettre d'accord les industriels entre eux, c'est de mettre les accords, la société entre elles. Et que le gouvernement mette en place une gouvernance dans laquelle, entre les ONG, les industriels, les jeunes, tout ça, on puisse parler sur vers quel type d'usage on va dans les 30 ans qui viennent. Et ça ne sert à rien que les industriels inventent des solutions si ces solutions, au final, sont déconnectées de ce que veulent
les gens. Donc il est important qu'on change et qu'on ait une certaine gouvernance que j'appelle un peu du type de ce qu'on a eu dans le temps, qui s'appelait le Grenelle de l'environnement, où on met ensemble les gens pour que les débats aient lieu et qu'on puisse s'ajuster. Il y a un grand débat que vous entendez tous, qui est faut-il faire ou non du nucléaire? Eh bien voilà un débat sur lequel il faut aller jusqu'au bout, parce que si on veut une économie décarbonée, le nucléaire est une solution. Est-ce la seule? Non. Il y a aussi le solaire, il y a aussi l'éolien qui sont des solutions. Mais quand on voit le rêve pour arriver ou le projet pour arriver à l'économie, à la neutralité carbone, ça veut dire que toute l'énergie va passer à l'électricité. Donc on a un besoin d'électricité très important. Donc être capable de dire, OK, les projets que l'on a aujourd'hui entre le solaire, l'éolien, le nucléaire vont permettre cette neutralité carbone, ça mérite un débat. Et ce n'est pas naturel. Et donc, la question essentielle, c'est comment est-ce qu'on peut mettre tout ce monde autour d'une table pour arriver à ce que les consensus se dégagent petit à petit. Bruno, vous êtes donc un des acteurs, on l'a vu, de ce recyclage. Cette génération de jeunes que vous voyez arriver, qui viennent chercher du travail chez vous, vous avez senti qu'ils ont changé d'état d'esprit. Vous leur donnez envie finalement, puisque vous faites ce qu'ils ont envie de faire. Comment ça se passe ? Alors, oui, on a de la chance dans notre entreprise de faire du recyclage. Donc le mot est plus joli que d'autres entreprises. Mais ce qu'on voit, c'est que, en tout cas moi ce que je vois, c'est que les industriels qui sont souvent, comme ce qui a été dit, qui sont pointés du doigt comme étant les pollueurs ou ceux qui abîment l'environnement, en fait, les gens qui sont dans l'industrie sont des papas, sont des gens qui sont vivants dans la société et qui, eux aussi, voient bien ce qui se passe sur la planète et avec la jeunesse. Et donc, on est là réellement pour travailler sur l'environnement et sur l'avenir de la planète, mais on est aussi des industriels qui fabriquons les produits dont vous avez besoin, dont tout le monde a envie et tout ça. Et donc c'est vous, cette génération-là, qui allez décider, ce qui a été dit juste avant, qui allez décider de qu'est-ce que va devenir le monde, quoi. C'est vous qui allez dire, ah ben on veut ça, ou on veut pas ça, ou on veut ça. Les industriels, ils suivront ce que vous déciderez. Et moi, ce que je constate dans mon entreprise, c'est que les jeunes qui viennent nous apportent énormément parce qu'ils ont d'autres idées. C'est ce que je vous disais dans mon petit slide. Nous, on cherche des idées tout le temps, quoi. Et on n'en a pas toujours. C'est les fameux 10% qu'on voyait tout à l'heure. Les 10% qui vont toujours en décharge, dont on n'est pas très fier, toutes les idées sont bonnes. Et moi, ce que je constate, c'est souvent les plus jeunes qui ont d'autres idées que nous, on les a plus parce qu'on a pas mal vécu, quoi. Sylvain, des projets comme celui de Valoref, qui n'est plus un projet, qui est une entreprise, vous avez des industriels qui viennent vous voir en disant, nous, on est soit une start-up, une petite boîte, on a une super idée, et vous l'arrivez à les connecter avec les industriels. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de petites boîtes comme ça qui se créent avec des bonnes idées? Pour revenir sur la présentation? Bien sûr. Alors oui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être un creuset d'innovation au niveau du port pour des solutions industrielles en lien avec cette transition écologique, en lien avec cette transition énergétique. Donc, on a développé une plateforme d'innovation qu'on appelle Innovex, qui a pour but d'accueillir des démonstrateurs en lien avec la transition énergétique. Donc, pour répondre à la question, oui, on a plusieurs projets qui sont venus frapper à notre port. Donc, on a des entreprises de type start-up. Je pense à une entreprise qui s'appelle Eranova, alors là, on est typiquement dans l'économie circulaire, qui a pour but de récupérer des macro-algues d'échouage que vous pouvez voir sur l'étang de Berre et d'en faire une matière première pour produire des bioplastiques. Donc cette entreprise a besoin d'un terrain, à peu près 1 hectare, pour pouvoir développer un démonstrateur industriel et prouver d'un point de vue technique et d'un point de vue économique que cette nouvelle façon de faire des plastiques, donc à base d'algues, donc à base de matières biosourcées, donc l'objectif c'est de prouver que ça un démonstrateur, c'est ce qui permet de démontrer, de prouver quelque chose qu'on a en tête, mais on a besoin d'espace, on a besoin d'industrialiser avant vraiment de déployer. C'est ça un démonstrateur? C'est ça, c'est-à-dire que c'est le stade après le laboratoire. On a besoin de créer une petite usine, une usine à une échelle relativement réduite pour prouver que ça fonctionne.
On a d'autres exemples. Par exemple, ce que vous voyez en bas, avec l'ensemble des acteurs Celui-là, ici. ici, voilà, on a à peu près 9 partenaires qui ont développé un projet qui s'appelle Jupiter 1000, qui a pour but de proposer une solution de stockage de l'énergie électrique renouvelable et aussi une solution de recyclage du CO2 industriel pour en faire des gaz de synthèse, pour en faire du méthane de synthèse. Donc c'est autant de CO2 qui sera récupéré, donc du CO2 industriel émis qui sera récupéré pour en faire... Monsieur Darmaillon, on a la solution pour le CO2, puisqu'il y a plein de startups qui imaginent des choses pour recycler le CO2. Et objectivement, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va résoudre le problème? Est-ce que vous me disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait de ce CO2? Apparemment, il y a des idées, il y a des choses qui se font. On est aujourd'hui en 2019 et on travaille sur 2050. Donc, il va y avoir un appel à l'innovation, un appel à la créativité. C'est ça que nous lançons aujourd'hui. C'est ça que j'appelle un projet pour la neutralité carbone. Donc, nous ne connaissons pas aujourd'hui toutes les technologies. Pour utiliser le CO2, en faire quelque chose d'utile, c'est quelque chose d'assez innovant. On n'a pas fonctionné comme ça depuis le 19e siècle. Donc oui, vous avez l'utilisation des bactéries qui permet de passer de CO2 à éthanol, vous avez l'utilisation de la chaleur pour éviter qu'elle soit perdue, etc. Donc il y a beaucoup de solutions dans le procédé pour faire de l'acier. Jusqu'à présent, on fait de l'acier en rajoutant du charbon. Et donc on essaie de faire de l'acier maintenant en n'ajoutant pas de charbon, en utilisant de l'hydrogène qui permettra, au lieu de faire du CO2, de faire de l'eau. Bon, donc ça c'est un peu technique peut-être pour tout le monde, mais on a des pistes concrètes. Les pistes existent. Il faut maintenant les mettre en œuvre de façon à ce qu'elles soient compétitives et qu'elles répondent aux besoins. Et donc c'est un formidable challenge. Donc nous avons créé au niveau de l'État de la France ce qu'on appelle des filières industrielles qui ont pour but de réfléchir à ça. Et puis ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il nous manque qu'il y ait des instances de réflexion avec la population, avec les utilisateurs, avec les clients, pour nous orienter sur la façon dont ce qu'on doit chercher. Donc, quelque part, vous êtes tous impliqués, tous autant que vous êtes en tant qu'individu, en tant que citoyen, sur ces débats-là. Est-ce que la France, puisqu'on est aujourd'hui sur l'usine extraordinaire, c'est à Marseille, est-ce que la France est en pointe sur ces recherches-là, de ce que vous pouvez voir, vous, dans le monde, ou peut-être M. Dorier aussi, ailleurs, dans vos métiers? Le président de la République est effectivement en pointe sur ce sujet-là. Il a érigé cette neutralité carbone et cet engagement de neutralité carbone. La France est le premier à l'avoir pris. Et maintenant, l'Europe vient de prendre le même engagement. Et bien évidemment, pour que ça marche, il faut que l'ensemble du monde participe de la même façon. Donc oui, la France est en pointe sur ce sujet-là. Et au niveau des process et de l'avancée, je crois qu'on est assez bien avancé sur l'économie circulaire, sur l'économie de ressources, sur concevoir des produits qui soient plus économes en ressources. Donc oui, on se tient bien pour le moment. Bruno Dorier, dans vos activités? Oui, pour le recyclage, la France est bien placée, est en avance sur certains domaines, mais n'est pas encore aussi loin qu'on voudrait, donc il y a encore du travail. Et puis la France est un modèle, exporte ses modèles. Moi, dans mon domaine très technique là, des réfractaires, on est en train d'apprendre, notamment à des entreprises en Inde, de comment se passe ce recyclage en Europe pour qu'il se passe la même chose en Inde, où pour le moment, c'est pas aussi beau que ce qu'on fait nous. Et c'est la preuve, il y a donc vraiment des choses à faire, et en même temps il y a des entreprises qui se créent qui sont capables de gagner de l'argent en recyclant. Donc il y a un vrai, c'est pour ça qu'on appelle l'économie circulaire, c'est que tout le monde fait de l'économie, toutes les entreprises sont là pour gagner de l'argent et c'est vertueux, et en plus c'est vertueux pour la planète. Bon, il nous reste 40 secondes, ça va être un petit peu court, à moins qu'il y en ait un qui ait 10 secondes, quelque chose à dire. Je voudrais juste rajouter un élément pour faire le lien avec ArcelorMittal. Donc on a actuellement un projet européen qui s'appelle Carbon for Pure, donc qui a pour but justement de recycler le CO2 et d'en fabriquer des polyols et des polyuréthanes. Donc ça, c'est des composants qui rentrent dans la fabrication de mousse isolante, par exemple. Et on a 2 entreprises donc, sur le port, ArcelorMittal et l'entreprise Covestro, qui fabrique ces polyols et ces polyuréthanes. Et le but de ce projet européen, c'est un projet de recherche appliquée sur 3 ans, c'est de faire un lien
d'étudier le lien entre les deux entreprises pour pouvoir fabriquer des plastiques à partir de CO2 recyclé. Merci à vous trois. Merci pour votre intervention. J'espère que vous en savez plus maintenant. Et vous sortez par là-bas pour laisser rentrer vos camarades. S'il y en a qui veulent rester, vous êtes les bienvenus.